Mais d'abord, comme tous les vendredis, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine et meilleurs vœux. Mais oui, meilleurs vœux à tous. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, quelle Bonjour. journée, Catherine, pour le président de la République ce matin. Ce sera l'hommage de Jacques Delors aux Invalides, l'hommage à Jacques Delors, pardon. Ensuite, un déjeuner à l'Élysée avec les leaders européens qui vont être présents. Ensuite, suspense. Est-ce qu'il y aura remaniement ou non? Alors d'abord, Jacques Delors, dont il a revendiqué l'héritage européen, le président de la République, lors de ses vœux. On est à 6 mois des européennes, on le rappelle. Oui, mais seulement on a changé d'époque. Vous savez, Jacques Delors a accédé à la présidence de la Commission européenne en 85 par la volonté de François Mitterrand et de Helmut Kohl, qui était the couple franco-allemand qui a duré 14 ans, unique dans les annales. C'était l'alliance de la droite libérale allemande et du socialisme à la française. Seulement, ce n'était pas l'économie qui faisait leur lien. Ils étaient deux hommes qui avaient la guerre, en parlaient tout le temps, et c'était plus jamais ça. Mitterrand, Kohl, Delors, le trio moteur de cette Europe qui ne comptait alors que 10 pays. Et Jacques Delors fut pendant 10 ans l'inventeur de la fonction. Il parlait d'égal à égal avec tous les chefs d'État européens. Et avec lui fut adopté l'acte unique, qui remplaçait le marché commun, le traité de Maastricht, l'annonce de la monnaie unique, avec de fait des abandons de souveraineté nationale. Et c'est ainsi qu'on est passé de 10 à 25 pays. Alors, vous l'avez bien connu, Jacques Delors, Catherine. Oui. Oui, c'était un pédagogue hors pair, un chrétien de gauche, apôtre de la concertation, du dialogue permanent. Je lui avais demandé, mais pourquoi êtes-vous aussi européen? Il m'avait répondu, parce qu'il n'y a plus d'autre idéologie aujourd'hui, sous-entendu, le socialisme chez nous est mort de ses excès. Alors, on l'a oublié, mais Jacques Delors avait beaucoup souffert quand il était au gouvernement. Ah oui, terrible, et il se plaignait beaucoup. Alors moi, je me suis toujours demandé pourquoi il avait accepté de devenir ministre des Finances de François Mitterrand en 81 et relégué au 16e rang protocolaire. Quelle humiliation! Sans doute la punition d'avoir fustigé les 110 propositions de sa campagne qu'il jugeait irréalistes. Notre succès est trop grand, nous allons faire des bêtises, clamait-il le soir de la victoire. Mais il entendait par là l'ouverture des vannes de la dépense inconsidérée. En allocations diverses, on allait créer 1 million d'emplois publics, avec comme corollaire les déficits multipliés par 3. Et il était le souffre-douleur de Laurent Fabius, le jeune ministre du budget, qui lui y allait franco dans les dépenses pour plaire au très haut, mais très vite, il a failli payer l'addition avec 2 dévaluations du franc, une politique d'austérité qui tournait le dos aux promesses de 81, et ce fut le grand tournant libéral de Mitterrand en 84. Fabius remplaçait Mauroy-Matignon, se hissant champion des idées libérales, fustigeant les impôts qu'il avait lui-même créés, et puis grande volte-face industrielle, la fin du charbon et de l'acier, alors qu'on avait ouvert des mines de charbon en engageant 8000 mineurs marocains, le désastre. Et pour Delors, l'Europe, ce serait plus jamais ça en France. Alors, on verra tout à l'heure ce que le président retient de l'héritage Delors avec Olivier de Lagarde, mais le remaniement maintenant, parce qu'après la séquence Delors, c'est peut-être celle-là qui aura lieu cet après-midi. Oui, alors, c'est le plus probable, c'est le remplacement d'Elisabeth Borne, chaleureusement remerciée lors des vœux. Alors, on dit à l'Élysée qu'il voudrait nommer un Premier ministre avec lequel il se sent bien, car il a la nostalgie de Jean Castex, qui s'était inventé son domaine à lui. 350 déplacements en 22 mois pour essayer d'aller débloquer sur place les dossiers encalminés. Jupiter était ravi, il ne lui faisait pas d'ombre, comme Édouard Philippe, trop populaire. Jean Castex avait exigé un déjeuner hebdomadaire en tête-à-tête. Le secrétaire général de l'Élysée, son directeur de cabinet, ne viendrait qu'au café. Le président appréciait sa faconde aimable, sa bonne humeur, il riait avec lui. Mais c'est bien lui, Jean Castex, qui a voulu partir. Alors, on a cherché un Jean Castex avec une robe à fleurs. Ce fut pendant 2 jours la LR Catherine Vautrin et pour finir la jospinienne Elisabeth Borne, qui elle aussi a exigé le déjeuner en tête-à-tête. Alors, s'il durait 1h30 avec Jean Castex, avec elle, c'était pas plus de 3/4 d'heure. Mais elle a fait le taf dans un contexte politique rude, l'absence de majorité auquel sera d'ailleurs confronté son successeur. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, tiendrait la corde au motif qu'il serait un Castex avec l'âge d'Attal. Le président l'apprécie, il a su faire voter la loi de programmation militaire avec une large majorité, mais surtout c'est lui qui avait organisé les débats avec les maires au moment de la crise des Gilets jaunes, des marathons présidentiels devant des élus maraboutés. Réponse ce soir, peut-être. Ou pas, peut-être ce week-end, ou peut-être pas du tout. C'est la grande incertitude autour de ce remaniement dont on parlera très très probablement demain dans les grandes voix dont vous faites partie forcément, Catherine Ney, aux côtés de vos amis. Vous n'étiez pas au courant, non, que demain c'était les grandes voix? Oui, absolument. Gérard Carré-Rouge, Charles Villeneuve, Michel Cotta, autour de Pierre de Villeneuve. Merci beaucoup, Catherine Ney. À demain.